dans le prolongement en fait du festival, ça fait justement quand c'est le mode hors les murs en ce moment, on a créé des résidences Sofilm pour permettre d'accompagner un cinéma de genre à la française au sens large, fantastique, SF, polar, thriller, et de renouveler à la fois, disons, l'esthétique un peu du cinéma français, mais aussi les modalités de développement des projets et de leur production, puisque en fait le film est né effectivement dans le cadre des résidences à travers deux scénaristes, Franck Victor et Jérôme Genevray, qui ont développé ce projet-là, que ensuite on a proposé à Juste Philippot, qui avait participé déjà aux résidences pour son cours Acide, qui a fait le tour du monde. Et c'est assez naturellement qu'on a voilà, voulu dissocier les choses, parce que c'est un film que vous avez vu, il y a à la fois des enjeux, disons, type du cinéma français et aussi des enjeux de société, mais aussi de gros enjeux d'effets spéciaux. Et aujourd'hui, le talent qu'on demande aux réalisateurs est suffisamment complexe. Et après, pour être très franc, juste quand ils sont emparés du scénario, l'a aussi beaucoup réécrit. C'est un film de commande, oui, puisque c'est moi qui ai passé, mais qu'on n'a pas passé à n'importe qui. Puisque Acide, pour moi, assez naturellement et presque assez étrangement même, à quel point on l'a proposé, parce qu'on avait travaillé avec Juste sur Acide. Acide contenait déjà un peu tous les enjeux du film, mais pour moi, c'est un film, Juste aurait pu l'écrire de A à Z, tellement voilà, il correspond à ce qu'il fait et à ce qu'il développe. C'est presque une œuvre, paradoxalement, quoi. Donc c'est des commandes qu'on passe pas juste à des bons cinéastes, mais à des cinéastes. Et quand il est arrivé à être Juste sur le il en parlera là mieux, quand il est arrivé sur le projet, on est passé vraiment d'un projet de genre à un projet de genre français. C'était pour moi un vrai film de personnage et un vrai film sur les enjeux, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'état de la planète et les cataclysmes qui arrivent chaque année sont tels que le cinéma de genre, il est dans le monde lui-même, et qu'aujourd'hui, ça serait un peu absurde de faire un cinéma de genre codé quand il y a un déchaînement des forces. Donc il faut connecter, il faut que le cinéma connecte avec ça pour en parler. Bah, je pense, comme tous les cinéphiles, en France, on a la chance d'avoir un réseau RSA qui fonctionne très bien, et puis avoir des cinémas américains ou internationaux qui proposent des choses très, très spectaculaires. Donc moi, j'ai aucun refus. Les films qui me donnent envie, je vais les voir. Donc il y a de tout, dont des films de genre, mais pas que. Je suis pas à la pointe du cinéma de genre. Je sais pas qui sont les maîtres incontestés à l'heure actuelle, ou les petits films qui sortent. Je suis pas dans cette recherche. Voilà, j'aime tous les films, ceux qui me parlent le plus possible. Pour être honnête, il y a aussi la proposition, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas refuser d'imaginer partir sur un premier film. C'est un très beau cadeau. Dans une carrière, faire un film, c'est compliqué, c'est parfois très long. Là, c'est sûr qu'il y avait déjà d'emblée une proposition que je ne pouvais pas refuser. Après, il y avait un scénario, et effectivement, est-ce qui était bon, est-ce qui n'était pas bon, je l'ai découvert avec des vraies promesses. En tout cas, avec des choses qui me parlaient très fort, et avec des curseurs que je sentais pouvoir assez vite pousser, comme j'en avais envie. Donc j'en ai discuté avec Thierry et Emmanuel Chiche, le coproducteur du film, et très vite, on s'est senti dans une osmose sur ce que le scénario était, et sur ce que je pouvais peut-être, moi, raconter à travers le scénario, parce que la seule fabrication du film n'intéressait personne. On me demandait de faire un film de cinéma, et quand je dis un film de cinéma, c'est un film avec des sujets, avec un discours, avec tout d'un coup quelque chose à apporter. Donc si j'étais pas en mesure, ou si je le sentais pas, je pense que très vite on l'aurait compris, et très vite on s'est aperçu qu'il y avait pour moi une place. Et c'est sûr qu'à partir de là, on ne sait pas où on va, parce qu'il y a un défi, il y a un scénario qui coûte très cher, qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Moi, on me demandait une facture technique, c'est-à-dire être capable de savoir ce qui tout d'un coup pouvait peser dans la balance, en bien ou en moins bien, savoir comment revenir à une fabrication, je dirais presque possible. Donc ça aussi, c'est des compétences techniques qu'il fallait mettre en œuvre, mais à travers ça, il y avait tout un champ d'investigation qui, moi, était un truc vers lequel je me sentais vraiment d'y aller. Après, on ne sait pas comment les choses arrivent, comment elles vont prendre forme, mais en découvrant le scénario, j'ai senti beaucoup de promesses. Et ça, pour moi, ça a été
Enfin, pas une seule seconde, je me suis dit c'est dommage pour un premier film d'être sur un scénario que j'ai pas écrit. Je crois que je suis pas dans cette logique-là. Enfin, faire un film, c'est déjà une belle opportunité. Donc voilà, y aller sans se poser trop de questions et puis surtout arriver le plus vite possible au bout, parce que c'était ça l'objectif. Un scénario, un film, enfin réussir quelque chose. Et juste parce que juste on en parlait plus précisément. Moi, quand j'ai présenté le scénario à Juste, il m'a dit dans ton scénario, le monstre c'est les sauterelles. Dans le film que je veux faire, le monstre malgré elle, c'est cette femme. Et dans quoi elle est prise. Et c'est deux films très différents. De considérer que les sauterelles sont monstrueuses, ou cette femme et cette agriculture de demain hors sol qui est monstrueuse. Et ça, juste, moi, j'en avais pas autant conscience que quand il me l'a dit. Et moi, je dis tout de suite OK, sur dire voilà, on vit dans un monde où les animaux, les insectes, tout ça, ne sont pas les responsables de ce qui arrive. Il y a une monstruosité qui va s'exprimer dans cet aveuglement qui suit cette femme. Donc le scénario s'est beaucoup déplacé d'un cinéma de genre classique vers ça, et ça a eu des conséquences sur les sauterelles elles-mêmes, leur esthétique, la femme, tout ça. Alors, c'est vrai que ça, c'est une question. Moi, j'ai jamais eu cette angoisse-là, mais parce que j'ai fait des films avant qui me permettaient de, comment dirais-je, de jauger un peu quel type de relation je voulais avoir avec des techniciens. Par contre, sur ces effets spéciaux, ouais, il y a une règle, c'est que ça demande énormément de prépa. Ce qui fait que ça déstabilise aussi parfois le reste du film, parce que vous avez des scènes à effets spéciaux et puis vous avez des scènes de comédie qui doivent être aussi réussies que les autres. Donc elles doivent être aussi source de questions, d'interrogations et d'essais. Maintenant, sur les effets spéciaux, il y a plusieurs choses. La première, c'est que vous devez être source de propositions. Vous devez enrichir vos échanges avec des croquis, des schémas, des dessins, bref, vous devez étayer vos propos avec le plus d'images et d'informations possibles, parce que après elles sont ingérées, digérées et retranscrites par des techniciens dont c'est le métier. Il y a les bons et les moins bons. Moi, j'ai trouvé des gens qui comprenaient ce que je voulais et qui apportaient leur plus-value. Il y en a une qui est phénoménale, c'est celle du superviseur VFX. Les effets numériques, parce que là pour le coup, si vous trouvez quelqu'un qui n'a pas le même goût, qui ne comprend pas ce que vous cherchez, là il y a une impasse qui peut être très dangereuse. En fait, le superviseur VFX, c'est le seul sur un plateau qui peut modifier votre découpage, qui peut même vous imposer de retourner une scène différemment, parce qu'il y a une règle technique et il y a tout d'un coup une vision qui est plus précise chez lui, parce qu'il y a une technique qui va être pour le coup utilisée après, que vous ne connaissez pas, et qui a des règles. C'est vraiment un interlocuteur sur le plateau qui peut changer des choses et qui peut massacrer une scène. Et à l'inverse, c'est quelqu'un qui peut tout d'un coup s'engouffrer dans votre univers et apporter quelque chose de très personnel, collé à votre imagination. Et moi, j'ai eu un superviseur assez génial qui s'appelle Antoine Molino, qui a bossé sur des films qu'on connaît, qui s'appelle Avatar, Batman Begins, qui a une expertise et surtout une expérience aux États-Unis assez colossale, et qui a compris que le film qu'on voulait faire, c'était pas une copie d'un blockbuster américain avec nos moyens. C'était un film qui tout d'un coup était réaliste, avec des effets qui devaient coller à la réalité. Et là, on a quelqu'un qui a compris qu'il fallait s'effacer complètement, c'est-à-dire trouver le moyen de pouvoir faire des effets sans que ça se voit. Intégrer tout un corpus, c'est-à-dire un décor, des accessoires, une femme, ses enfants, on est dans le Lot-et-Garonne, coller aussi à un soleil du sud-ouest. C'était ça qui était le plus important. C'était surtout pas tomber dans une posture et surtout pas tomber dans une espèce d'envie d'en faire des tartines quelque part. Donc il faut être humble, il faut être modeste, et puis il faut coller je dirais à l'imagerie du réalisateur ou de la réalisatrice. Et j'ai trouvé des gens qui étaient capables de ça. Non, pareil, on en a beaucoup réfléchi avec Thierry Emmanuel. Alors, moi, je savais que je voulais travailler avec Sofiane depuis le début, depuis Acide, qui était le court-métrage dans lequel il avait joué. J'avais envie d'avoir un comédien comme Sofiane, voilà, pour jouer un viticulteur. Ça me paraissait très important. Et puis pour Suliane, pour le rôle de Virginie, on a beaucoup réfléchi. Moi, j'avais vu cette comédienne à la fois à la Comédie Française et dans Zone Blanche, une série sur France 2 et maintenant sur Netflix. Et je me suis dit que c'était le profil idéal, parce qu'elle était aussi vierge de toute expérience au cinéma sur un premier rôle. Donc elle n'avait pas d'image, elle arrivait sans rien. Donc pour le spectateur, pour moi, c'était aussi super de pouvoir voir une affiche avec
des mystères, enfin, et des questions, des interrogations, et pas avoir une sorte de duo qui porterait un message, enfin, parce que je n'aime pas vraiment ce cinéma-là, donc pour moi c'était important d'être là-dedans, et puis surtout d'être avec quelqu'un qui tout d'un coup allait faire le job, quoi, tout simplement, enfin, d'être à la fois dans quelque chose de très fin, et puis d'avoir une technique liée à un plateau de cinéma, capable d'aimer les accidents, enfin, d'avoir envie de jouer avec des sauterelles, d'aimer l'inconfort. Non, parce que, oui et non, c'est toujours difficile parce que vous avez toujours peur de faire le mauvais choix. Après, on n'était pas dans une logique pareille, hein, sur les moyens. Je veux dire, on a des moyens qui sont limités et sur le casting, faut penser les choses de façon précise. On n'a pas casté 10 000 garçons ni 10 000 adolescentes. Je dirais qu'on s'est, avec la directrice de casting, on s'est basé sur une petite liste et puis on a fait une quinzaine de rencontres. Et voilà, et dans ces 15, très vite, on a senti qu'il y avait deux comédiens super qui étaient capables d'endosser les rôles et puis de créer une famille. Donc voilà, tout ça s'est fait de façon assez simple, finalement assez intuitif. Alors lui, le petit garçon Gaston, enfin Raphaël, oui et non, amateur, voilà. Et elle, Marie, elle avait déjà joué, je l'avais déjà vue dans 10% notamment. Il y avait un début de parcours, enfin, et des promesses. Donc elle avait déjà, pour elle c'était différent parce que autant pour Raphaël, je lui demandais d'être, comment dirais-je, d'arriver avec son envie d'être, donc je laissais naturel. Autant elle, il y a un passage vers l'âge adulte, enfin il se jouait beaucoup de choses dans son rôle et puis surtout elle devait presque tenir tête à sa mère. C'est Suan Brahim de la Comédie Française, enfin, c'est aussi une comédienne qui allait prendre beaucoup de place et c'est vrai que pour Marie il fallait accepter d'être sur un second rôle qui petit à petit a presque une, je dirais pas les allures d'un premier rôle, mais en tout cas ouais, enfin, se confronte à un personnage principal très fort. Et ça c'est sûr que sur elle il y avait une grosse pression, mais elle a été formidable. C'est aussi une manière de protéger le film, c'est-à-dire que, enfin protéger la durée du film, c'est-à-dire bon, le film s'appelle La Nuée, on parle de nuée de sauterelles, donc forcément c'est ce qu'on a envie de voir nous en tant que spectateurs. Maintenant c'est excessivement cher, c'est excessivement lourd, donc il faut tenir l'appétit ou l'envie du spectateur, je dirais pas différemment, mais voilà, faut lui donner des choses, quoi. Et c'est vrai que ce bras, tout d'un coup ça racontait, alors déjà c'était pas gratuit. Parce qu'il y a la violence ou le gore gratuit et je dirais les plans qui servent à raconter une histoire. Pour moi, on rentre dans la chair à ce moment-là parce que cette femme, elle nous montre qu'elle est capable de donner son bras et puis surtout de soigner, enfin je dirais presque de faire vivre une cicatrice, enfin d'entretenir une cicatrice, de donner son sang, de donner son corps. Enfin, il y a quelque chose de clinique à l'intérieur de ça. Donc ça racontait ça et c'est sûr que en termes de gros plans et de maquillage, enfin, c'était une façon de tenir le spectateur et puis voilà, de faire vivre quelque chose de pas agréable. Et puis, je sais pas, en bas du dos, il y a quelque chose qui commence à devenir un peu plus tendu. Et puis, cette tension, vous travaillez dessus au montage ou dans la narration. Enfin, ça devient vraiment un support pour accepter ou pour demander au spectateur d'accepter peut-être encore un peu plus, mais ce sont des étapes sur lequel il faut passer, surtout sur lequel il faut optimiser le reste de l'histoire quelque part. Donc justement, enfin, toutes les discussions qu'on a eues avec Thierry, c'est comment éviter le gratuit qui va tout d'un coup faire tâche au montage et disparaître. Comment on évite, je dirais, de se tromper pour soit perdre du temps ou perdre des moyens qu'on pourrait mettre très bien ailleurs. Donc c'est cet équilibre-là qui demande parfois d'être... Et je sais par exemple que typiquement, enfin, sur les ratés, je vous dévoile aussi des petites anecdotes, c'est qu'il y a une scène où elle se douche, elle, et moi j'avais tenu à ce qu'on la voit à demi nue et qu'on voit des cicatrices sur son corps, enfin qu'on voit un corps en mutation, et surtout qu'on voit un corps souffrir. Enfin, c'était important de la sentir, que nous on ressente aussi cette souffrance, des ecchymoses et puis ces cicatrices qui prennent de plus en plus de place. Et on s'est raté avec le maquilleur SFX, qui est un mec génial, qui s'appelle Pierre-Olivier Persin, qui travaille sur Game of Thrones notamment. Enfin, voilà, et en France. Et on a chargé la mue. Et on avait un dos, et c'était tellement spectaculaire que ça en devenait presque une sorte, pas de prouesse, mais
C'est-à-dire qu'on se demandait comment elle avait réussi à s'infliger autant de blessures. Et au montage, on n'a jamais réussi à caler cette scène qui était superbe, cette image du dos ravagé, parce qu'on n'avait pas les moyens. C'est comme si on était allé trop loin à un moment, et au montage, ça n'avait pas sa place. Donc on a gardé le moment où elle prend sa douche et on la voit, enfin, on sent qu'elle vient de sortir de Fukushima. On a vu se couper le bras et on a vu toutes les sauterelles. Voilà. Et donc on a la réaction d'une femme apeurée. Mais cette scène-là, à la base, elle n'était pas ici. On avait quelque chose qui devait intervenir plus loin, sauf que ça ne marchait pas. Donc, typiquement, là, on s'est trompé. Après, on a gardé un autre moment de cette scène, mais on aurait pu, si j'avais pas eu le temps d'avoir un gros plan, on aurait pu simplement bazarder cette scène et manquer d'une information à un endroit. C'est des questions dont on a parlé avec Juste, mais au-delà de la question de la réalisation pure, c'est une question de distribution et de vente aussi. On n'avait pas envie de faire un film d'épouvante. Et donc il fallait trouver le bon curseur entre la peur nécessaire et la réalité du film, et le fait de ne pas cramer complètement son sujet. Et ça, c'est un curseur qui est très compliqué dans le film, et compliqué pour Juste en termes de réalisation. Moi, je trouve que c'est magnifiquement sorti, mais compliqué pour les comédiens aussi dans le jeu. Être très réel en même temps et avoir ce petit truc de surjeu où on se dit tiens, il y a une peur, il y a une menace. C'est très compliqué en fait. Pour moi, c'est la plus grosse complexité du film. C'est quand on veut dépasser le genre, sortir de genre, ça pose des problèmes infinis. C'est-à-dire pour les effets spéciaux, on n'est plus dans les codes. Donc il faut faire de la sauterelle réelle. Et à quoi bon développer 500 000 € d'effets spéciaux avec des stars des effets spéciaux pour pas voir la sauterelle voilà, pour faire un effet qui se voit à peine. Et donc c'était tout le temps cette difficulté-là de trouver le bon curseur. Et donc dans le genre, c'était vraiment voilà, aussi pas effrayer les gens. Et en même temps, on est aussi dans une situation où le film comme le monde, donc il ne faut pas être aveugle voilà, on a simplement parlé Juste, on dit vraiment sa folie qui consiste à être une femme dans un milieu paysan très misogyne, où elle veut se prouver quelque chose aussi à ses enfants, elle est au bout de son business, et son business c'est l'aveuglement, disons capitalisme type, c'est-à-dire vraiment voilà, on est dans notre affaire, et puis le train est en route, et puis et le mur arrive, comme le mur arrive. Et à un moment, de se dire que tout ça mènera à rien, où on verra presque rien, ça serait mentir sur la situation catastrophique qu'elle traverse, que cette famille traverse. Voilà. Donc du coup, il y avait plein de questions qui étaient autour de cette question du gore. Et le film n'est pas un film je crois, n'est pas un film du tout d'épouvante ou de gore. Pour être honnête, je crois que je discutais de ça avec le chef Machino sur le plateau. En fait, c'est un métier dont on n'avait pas le temps d'en profiter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect sympa sur un plateau. Non, mais il ne faut pas se leurrer, il y a une pression. Enfin, faut accepter tout d'un coup de rentrer dans une espèce de mission où le but est d'arriver au bout et d'arriver au montage avec des images. J'ai l'impression que tout le travail du metteur en scène ou de la metteur en scène, c'est d'avoir suffisamment d'images pour être heureux au montage. C'est ça le job du réalisateur ou de la réalisatrice. Avant, c'est d'accepter tous les aléas de la journée, les rapports aux autres, aux comédiens, au temps, à la météo, et c'est contrariété sur contrariété. Donc je ne peux pas vous dire que... Après, il y a des moments particulièrement excitants. Moi, je sais que l'incendie, ça a été un truc d'équipe assez dingue. On avait l'impression de faire un James Bond. Alors après, on a une proportion réduite. On a un décor qui a brûlé en 15 minutes. Donc on avait 15 minutes de James Bond à vivre. Mais il y a quand même des trucs, des souvenirs qui sont sur le moment des doses de stress pas possibles. Mais après, vous avez plein d'histoires à raconter. Et vous dites que vous faites un super métier. Mais après coup, sur le plateau, faut tenir la distance. Voilà.